Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs. Avec AgriWeb TV, la chaîne dédiée à l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine, je pars dans les fermes prendre le café avec les agriculteurs. J'arrive avec ma table, 2 chaises et mon thermos de café et c'est parti pour une discussion sans filtre avec ces personnalités hors du commun. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre dans le village de l'Élève et Toumerag, près de Sainte-Foy-la-Grande, à la frontière entre la Gironde et la Dordogne. Je suis partie à la rencontre de Caroline Hospital. Fille de viticulteur, Caroline est passionnée par les chevaux. À côté de ses vignes, elle décide d'installer des équidés et pour en tirer de la valeur, de créer des cosmétiques à base du lait de ses juments. Elle vend à la ferme, en ligne ou sur les marchés ses propres savons, crèmes et autres lotions. Ces chevaux ne sont pas n'importe lesquels. Il s'agit de la race des Trépotevins Mulassiers, une race locale à très faible effectif. Il ne reste plus que 250 animaux de la sorte dans tout le pays et Caroline est engagée pour la préservation de cette race. Nous avons dans cet épisode parlé de son quotidien et de celui de ses chevaux, des enjeux de la sauvegarde d'une race et de ce qu'implique l'activité de vente directe. Mais avant de commencer, petit rappel, vous avez ici sur le podcast la version longue de notre discussion. N'oubliez pas que les cafés fermiers sont avant tout un format vidéo de 10 minutes que vous pouvez retrouver sur agriweb.tv. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. Mais je vous laisse en compagnie de Caroline. C'est l'épisode 6 des cafés fermiers d'AgriWeb TV. Bonjour Caroline. Bonjour Louise. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Pour démarrer, est-ce que tu voudrais un thé ou un café, sachant que j'ai fait un thé qui est censé être glacé, vu la chaleur. Vu la chaleur, un thé glacé n'est pas de refus. Tu me feras semblant qu'il est glacé. Je crois qu'il n'a pas eu le temps de refroidir. Tu prends ton café ou ton thé à quelle heure le matin ? Vers 7h le matin. C'est plutôt du matin ou pas du tout. Pas du tout. Mais il faut se lever. C'est vrai que 7h, c'est l'heure limite pour un agriculteur, non ? Ouais, vers 6h30, 7h, il faut... Après, ça dépend. L'hiver, un peu plus tard, et l'été, beaucoup plus tôt. Ouais. Ça dépend de la chaleur, de la saison et du travail. Et tu es dans quel état d'esprit le matin, prête à entamer la journée de travail ? Il me faut du temps pour me réveiller, et puis après, une fois que c'est parti... en forme. Ouais, prêt à partir. Prêt à partir. Bon, on va passer à la première rubrique, c'est Raconte-nous ta ferme. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire où c'est qu'on se trouve actuellement et nous décrire un peu ton exploitation ? Alors, on se situe déjà dans le département de la Gironde, sur la petite commune de l'Élève et Toumerag. Petite commune avec un petit bourg, des commerces et nous, on est un petit peu excentré du bourg sur une petite colline. Et donc sur l'exploitation, nous avons une production viticole. On a 35 hectares de vignes sur plusieurs îlots, plusieurs communes en fait, avec 2 chais. Donc le chai, c'est là où on fabrique le vin. 2 chais sur 2 sites différents. Et on a ensuite 5 hectares de céréales. Qui nous servent dans le travail de la ferme. Et ensuite, on a 15 hectares de prairies, donc pour les chevaux, qui est notre deuxième production. En fait. Atelier. Le deuxième atelier, l'élevage de chevaux pour la production de lait de jument. Oui, c'est pour parler de ça qu'on est là aujourd'hui. Et combien tu as de chevaux alors ? Alors, aujourd'hui, on en a un peu plus d'une dizaine. Avec les poulains, je crois qu'on arrive à 12-13 chevaux. Sur ce nombre-là, on a 6 juments, principalement pour la production laitière. Ok. Voilà. Et ça a été pourquoi pour toi le déclic de te lancer dans l'élevage et puis dans la viticulture ? Alors, moi je suis dans l'agriculture depuis toute petite. J'ai été bercée sur une exploitation viticole chez mes parents. Donc c'est la deuxième partie en fait qu'on a récupérée il n'y a pas très longtemps parce que mon père est parti à la retraite. Donc je ne me destinais pas forcément à reprendre l'exploitation au départ et pas forcément la partie viticulture. Et passionnée de chevaux depuis toute petite, j'ai voulu essayer de monter mon petit élevage et surtout de le valoriser parce que vivre d'un élevage de chevaux, c'est pas possible, c'est très difficilement possible. Donc je suis tombée un petit peu par hasard sur la production de lait de jument. Et donc c'est parti de là, on a acheté une jument, 2 juments et puis on a après fait nos produits
avec le lait. Et du coup, comment ça se passe? Tu fais tout de A à Z, donc de la traite, de l'élevage, on en a parlé un petit peu, de la traite jusqu'à la transformation, où tu travailles avec d'autres gens. Comment tu fais tes savons et tes cosmétiques? Tu fais des crèmes aussi, je crois, j'ai vu. Tout à fait. Donc sur l'élevage, on est autonome, on a nos juments, on a un étalon, on fait la reproduction sur la ferme. Ensuite, donc, la traite se passe ici, sous bâtiment. Et ensuite, donc sur la partie transformée, donc on a une partie du lait dont on se sert pour faire la partie cosmétique. Donc on a des savons. On travaille avec une savonnière artisanale indépendante qui a un petit laboratoire à une dizaine de minutes d'ici. Et ensuite, la partie purement cosmétique, crème, gel douche, lotion, lait pour le corps. On travaille avec un petit laboratoire qui est dans les Landes. D'accord, ok, bien choisi. Voilà, qui avait notre principal choix, c'était qu'il y avait à peu près la même philosophie de travail que nous. Donc notre travail en agriculture biologique avec une vision un peu éthique et faire attention aux matières qu'on utilise. Voilà, c'était notre premier choix de partenaire, on va dire, de travail à façon. Okay. Voilà. Et tu vends tes produits comment? Les savons, les crèmes? Les savons cosmétiques, on les vend principalement sur les marchés. Ensuite, en vente directe sur la ferme, puisqu'on a une boutique à la ferme. On a un site internet aussi. Ouais. Et après, on a quelques revendeurs aussi, un peu à droite à gauche, qu'on essaye de développer au fur et à mesure. On en recherche de nouveaux tout le temps. Donc voilà. Ça marche. Tu peux nous donner ton site internet peut-être? Oui, donc www.lettrédecaro.fr. Ok, c'est bien. Je te félicite parce qu'à chaque fois que j'interviewe des agriculteurs, que c'est le moment de donner leur site web, ils ont un bug. Un bug grave. Mais j'étais en train de dire c'était .fr ou .com, non, mais c'était .fr. Je le remettrai dans le descriptif de l'épisode de toute façon. Et c'est la seule façon que tu as de valoriser le lait de tes chevaux ou tu fais d'autres choses? Alors, depuis 6 ans à peu près, on s'est lancé à faire des crêpes sur les marchés à base du lait de nos juments. Ça a commencé sur un petit marché avec des amis producteurs en fait, qui cherchaient quelqu'un pour faire des crêpes. Et j'ai dit, on a du lait, on peut essayer de faire des crêpes. On verra ce que ça donne. Et ça a marché, en plus c'est super bon. Donc voilà, donc on s'est lancé là-dessus et puis ensuite on fait des journées à la ferme régulièrement l'été ici. Donc on fait un petit bar et on a aussi développé les glaces, donc les glaces au lait de jument. Que tu fais toi-même? Que je fais moi-même, ouais. Après, notre but, c'est de développer un peu plus l'alimentaire, de continuer sur te lancer. Les crêpes, les glaces. Alimentaire, crêpes, glaces, quoi. Ouais, principalement. Par contre, ça fait des étés chargés, c'est pour ça que tu dois être sur tous les marchés. Voilà. Du coup, la saison, elle est sur 2 mois, quoi. La saison est très courte et à la fois très longue. Mais voilà, il y a la traite qui démarre l'été et c'est à ce moment-là où on transforme le lait frais vraiment et où on vend derrière sur l'alimentaire. Ouais. Bon, c'est original, en tout cas, ça doit bien marcher. Ouais, c'est... Les curieux qui osent goûter, après ils reviennent, donc c'est que voilà. Déjà, j'ai eu la chance de goûter le lait là. On mettra des images de la traite, mais c'est vrai que c'est un lait hyper léger, c'est onctueux. Enfin, j'ai trouvé ça hyper bon. Ouais, ça change. Ça change, ouais, exactement. C'est une découverte. On va passer à la deuxième rubrique. Raconte-nous tes animaux. On va peut-être quand même parler de tes chevaux. On en a 2 derrière qui sont magnifiques. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? C'est quoi leur race? C'est quoi leurs caractéristiques? Pourquoi tu les as choisis? Dis-nous tout. Alors, donc ici, on travaille avec une seule race qui est le trait poitevin. Il fait partie des 9 races de chevaux traits sauvegardées en France. Ouais. On a le percheron, le comtois, le boulonnais, enfin voilà, plein d'autres. Celui-ci, il est un peu moins connu parce qu'il n'y en a pas beaucoup, tout simplement. Et il est originaire vraiment du berceau Poitou-Charentes, Marais Poitevin. C'est là où on en trouve le plus. Aujourd'hui, on a à peu près 200-250 mères, donc femelles à la reproduction sur cette race-là, répertoriées. Donc c'est très peu. Ouais, c'est tout petit. On a une 50aine d'étalons, donc voilà, ça fait très peu de naissances tous les ans. Et donc il y a vraiment un gros travail de sauvegarde de cette race-là. Un petit peu historiquement, en fait, cette race-là était croisée donc, dans les marais poitevins au Baudet du Poitou, qu'on trouve aussi dans le Poitou-Charentes, en fait. Ce qui est une race d'âne, pareil, qui est sauvegardée au niveau national. Et donc, historiquement, on croisait ces 2 animaux, donc la jument poitevine avec le Baudet du Poitou, pour faire la mule poitevine, donc, qui est un animal hybride, issu de ce croisement contre nature. Et en fait, cette mule, elle permettait d'aller travailler dans les marais à l'époque. C'est un animal très très fort, qui porte énormément et c'était très réputé.
C'était un vrai outil de travail à ce moment-là. C'était l'outil de travail de base dans les marais poitevins en fait. Et quand les tracteurs, quand la mécanisation est arrivée, on a utilisé beaucoup moins les animaux. Plus de mules, donc plus de reproduction. Donc en fait, au fur et à mesure, le baudet du Poitou, le trait poitevin a commencé à disparaître. Donc avec tous les autres races de chevaux de trait qu'on trouve en France. Et donc il y a, dans les années 80 ou 90, une poignée d'éleveurs a redynamisé un petit peu la race, a voulu essayer de sauver cette race-là. Donc ils se sont réunis et ils ont créé une association de sauvegarde de la race avec un plan de génétique pour relancer en fait la race. Mais on est toujours sur cet élan-là et toujours en train de développer ces chevaux-là. Donc après, le choix s'est fait parce qu'on voulait travailler avec des chevaux de trait et des chevaux de trait le plus local possible par rapport à chez nous. Et donc voilà, et puis on est tombé amoureux du trait poitevin. Désolée pour la question bête, mais quand tu dis chevaux de trait, est-ce que c'est lié à la traite ou est-ce que de base les chevaux de trait c'était ceux qui servaient à tirer dans les champs, etc. Plutôt ce qui servait à tirer en fait. Le cheval de trait, le trait c'est les traits, c'est les cuirs qui servaient à tirer les outils, à tirer la charrue, à tirer les traits de débardage tout simplement. Donc on appelait le cheval de trait de travail en fait. Ouais, d'accord. Ok. C'est des gros chevaux, c'est les chevaux les plus gros qu'on trouve avec qui sont là, on les très voit. Osseux et voilà. On le verra pas sur ils les sont vidéos, là pour mais je faisais tirer. pas la maline moi quand on était à côté parce qu'ils sont quand même grands et ils sont costauds. solides quoi. Ils sont costauds, ouais. S'ils ont envie de nous marcher dessus, je pense que. Mais ils n'ont pas envie. Et du coup, c'est quoi ta journée type avec eux? Tu peux nous raconter un peu votre quotidien? Alors, donc même sur l'année est complètement différente entre l'hiver, le printemps ou l'été. Donc on démarre souvent au printemps avec les naissances qui se passent généralement à partir du mois d'avril, avril-mai. Donc les naissances, on a entre 2-3 naissances par an. À ce moment-là, on surveille bien sûr nos juments, on surveille nos poulinages, voilà. Mais on les laisse tranquilles avec leurs poulains pendant au moins 2 mois. Et à partir du moment que le poulain commence à s'alimenter tout seul, qu'il mange du foin, des céréales, il boit de l'eau, on va commencer à faire la traite en fait, des juments. Donc normalement, ça démarre au mois de juillet, début juillet, donc sur la partie estivale. Tout simplement, on sépare le matin à 8h les juments de leurs poulains. Donc on les sépare de près, d'enclos ou de parc. Et ensuite, on va attendre 4 heures, le temps que la jument refabrique un petit peu de lait. Donc on va traire à midi et on va encore attendre 4 heures et on va traire une deuxième fois à 16 heures. Et après 16 heures, on remet les poulains avec leur mère et on les remet au pré pour la suite. Du coup, ça te demande pas mal de travail très rythmé tout au long de la journée. C'est très rythmé pendant la période de la traite. Donc la traite, c'est de juillet à décembre à peu près. Par contre, l'avantage par rapport à une vache laitière, on va dire qu'on garde toujours le poulain sous la mère pour que le poulain puisse continuer à stimuler la lactation de sa mère. Parce que si on les sépare trop longtemps, elle va se tarir, elle va arrêter de faire du lait. Donc l'avantage, c'est qu'on peut, par exemple, ne pas traire un week-end, c'est tout à fait possible puisque le poulain est toujours sous la mère. Donc il va reprendre le rythme tout simplement, on ne va pas les séparer et sa journée va continuer. Combien de litres de lait ça produit une jument par jour? Alors une jument par jour, on est à peu près à 4 litres. D'accord, ok. Voilà, oui, donc c'est pas énorme, c'est des petits volumes. C'est des petits volumes, oui, tout à fait. Qu'on transforme en fait après sur la journée. Ok, et tu les transformes directement dans la foulée Donc on filtre le lait pour enlever toutes les particules qu'on peut retrouver, le foin ou la paille ou un petit insecte qui va tomber. Et ensuite, donc soit on les met en poche d'1 litre à peu près et on les congèle pour le conserver dans un peu plus longtemps, pour par exemple les transformer, rentrer dans la composition des savons ou des cosmétiques. Ou sinon, on va le transformer directement après la traite pour la fabrication de crêpes ou de glaces. D'accord, voilà, ok. Sur la période estivale. Et après l'hiver, ça se calme du coup comment ça se passe tes hivers? Donc l'hiver, on va être plus sur les marchés. Après, marché plus sur le mois, enfin sur le week-end. Et puis on va faire du stock en fait de lait pour les productions de savons et de cosmétiques principalement.
Et tu nous disais, oui, normalement, la traite, c'est à partir du mois de juillet. Oui. Je crois que cette année, ça a été un peu particulier, non, pour toi? Cette année, ça a été particulier parce qu'on a eu nos 2 poulinages qui se sont décalés. On a eu des saillies l'année dernière qui ont été qui ont démarré le bonheur, mais les juments ont pris très tard en fait dans la saison. Donc en fait, on a eu des poulinages au mois de juin cette année. Donc la traite, on vient juste de la démarrer en fait là. Ouais, d'accord. On a vraiment tout décalé. Les poulains sont encore un peu petits. On n'en a qu'une pour l'instant à la traite d'ailleurs. L'autre va arriver un peu plus tard. Donc on va être un petit peu décalé. On va certainement continuer la traite un peu plus tard aussi, donc sûrement sur janvier ou février l'année prochaine. Ouais. Économiquement, ça peut être un souci parce que s'il n'y a pas de poulain, il n'y a pas de traite, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de produits à vendre, non? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Alors on peut stocker du lait, comme je disais, au congélateur pour fabriquer nos savons, nos cosmétiques. Ça encore, on peut y arriver sur une année où il y a beaucoup de lait. Mais après, tout ce qui est produits frais, les crêpes, les glaces, il nous faut du lait tout le temps, on va dire. Et donc voilà, ça se calcule d'une année sur l'autre, c'est-à-dire que si la jument n'est pas pleine cette année, elle ne fera pas de lait l'année prochaine, donc on perd une année, on perd réellement une année, quoi. Voilà. Et c'est très saisonnier, c'est-à-dire que la jument est en chaleur au printemps et n'est pas en chaleur l'hiver, donc voilà, c'est vraiment la période de saillie à pas louper. Ouais. Et ça porte 11 mois, donc voilà. Oui, si on la loupe, c'est pour 11 mois. C'est ça. Pas pratique. Très bien. Et bien, je vais passer à la troisième rubrique, c'est la question qui pique. On en a un peu parlé, tu as choisi une race à faible effectif. Est-ce que finalement, ces races-là, elles ne sont pas vouées à disparaître? Non, on se bat. Heureusement qu'on est plusieurs éleveurs à se battre pour ça, parce que ça fait partie de notre patrimoine vivant, français. C'est des animaux assez exceptionnels aussi, qui ont beaucoup de qualité et qui servaient avant. Donc le but, c'est de retrouver une utilité à ces chevaux-là. Donc nous, c'en est une parmi tant d'autres. À quoi ils peuvent être utilisés aussi sinon Alors ces chevaux-là, donc c'est pas des chevaux très typés viande, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de chevaux, des chevaux traits qui sont élevés pour partir à la boucherie derrière. Nous on est sur une race qui n'est pas du tout destinée à la boucherie, même s'il doit y en avoir quelques-uns. Mais on va être plutôt sur du cheval qu'on dit d'utilisation, c'est-à-dire qui va servir à l'attelage ou à être monté, un cheval de loisir. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup de professionnels qui recherchent ces chevaux-là parce que c'est un cheval assez élégant, qui tire bien aussi, donc on va le trouver surtout dans les villes pour faire du transport. Mais voilà, c'est vraiment loisir. Dans le maraîchage, des fois, un petit peu? Le maraîchage, on peut l'utiliser pour le maraîchage. Alors après, ça reste des gabarits assez gros. Je sais qu'on utilise beaucoup les ânes, plutôt, pour le maraîchage. Parce qu'ils vont écraser quelques carottes. C'est ça. Leur utilisation principale, ça va être vraiment l'attelage et un cheval monté, parce que ça reste des chevaux assez grands et assez légers dans leur gabarit, on va dire, pour être montés et utilisés comme ça. C'est quoi les moyens qui sont mis en place? On parlait de la génétique un peu, d'éviter la consanguinité, etc. Il y a d'autres choses qui sont mises en place pour sauvegarder et promouvoir la race? Alors, il y a une association nationale, l'association nationale des races mulassières du Poitou, donc qui sauvegarde à la fois le trait poitevin, le baudet du Poitou et la mule poitevine, le croisement entre les deux. Donc ça regroupe tous ces éleveurs-là. Donc après, son rôle, c'est de promouvoir la race sur différentes manifestations, d'aider les éleveurs par différents biais, surtout à la reproduction, donc un encouragement à mettre les juments à la reproduction, à faire des poulains. Une aide de conseil pour savoir quel croisement on peut faire entre tel jument ou tel étalon, pour donc éviter cette consanguinité qui est carrément, qui est vraiment l'élément principal de nos races, parce que ça tourne très vite en rond, on va dire. Donc c'est vraiment encourager les gens à diversifier leur sang et à les mettre leurs juments à la reproduction. Et là, tu nous parlais des races du Poitou, mais je crois qu'il y a même une association au-dessus, qui est la Société française des équidés de travail, la SFET, qui regroupe toutes les races, justement, à faible effectif de chevaux de travail. La SFET regroupe les races de chevaux traits, les races de chevaux qu'on dit du territoire, les chevaux donc Camargue, les petits chevaux, poneys, voilà, les Camargues, les Mérins, les Potiocs, tous ces chevaux français en fait. Et les ânes et toutes les races d'ânes françaises. Voilà. Et après, en fait, toutes nos races sont adhérentes à la SFET, qui chapeaute à peu près toutes les autres races et qui, pareil, aident financièrement aussi à développer les concours, l'utilisation, à encourager tous les éleveurs. Très bien. Donc on voit que vous êtes bien organisés pour essayer de préserver tout ça, en tout cas.
On va passer à la dernière rubrique, c'est la boîte à questions. Alors, je t'ai amené 3 boîtes. Je te laisse choisir celle que tu veux. T'inquiète pas, ça va bien se passer, c'est pas très méchant. Le tac au tac. Ok, je vais te poser 3 questions pour me répondre du tac au tac. Ok. Alors, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Mes animaux. Est-ce que si tu avais un coup de gueule à passer, ça serait quoi? Promouvoir la vente directe et venir consommer auprès des vrais producteurs. Se déplacer dans les fermes. Et continuer à le faire. Parce Et qu'on avait continuer bien à le démarré et puis je crois qu'on s'est un peu arrêté en chemin. C'est ça, exactement. Et si tu avais une lampe dans la dingue, si tu devais faire un vœu, ça serait quoi? Ton élevage, ton exploitation? Ouais, mon élevage a amélioré le confort pour mes chevaux. On Ouais. est sur une ferme en pleine reconstruction et on a besoin d'avoir de l'ombre, des espaces très ombragés pour nos animaux. Et voilà, si j'avais une lampe, je ferais ça pour le demande des bien-être de investissements. mes animaux. Ouais, tout à fait. Très bien, et bien merci beaucoup. Et pour finir, où c'est qu'on peut te contacter, commander tes produits? Est-ce que tu peux nous redonner ton site internet? Alors, vous pouvez retrouver mes produits sur www.letraitdecaro.fr. Lettré, du coup, comment tu l'écris? LAIT-TRAIT-DE, Caro, CARO. Ok, parfait. Je mettrai le descriptif dans l'épisode. Et bien merci beaucoup pour ton accueil et pour la visite, c'était trop chouette. Merci à toi. À bientôt. Et voilà, c'en est fini pour cet épisode de la série Les cafés fermiers d'AgriWeb TV. Si vous voulez en savoir plus sur notre agriculteur ou notre agricultrice du jour, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet d'AgriWeb TV, agriweb.tv. Nous avons enregistré une vidéo de 5 minutes en même temps que le podcast. Vous pourrez donc mettre un visage sur une voix, mais aussi voir les images de l'exploitation. Et puis surtout, vous pourrez découvrir plein d'agriculteurs d'exception en Nouvelle-Aquitaine. Je vous dis à très vite pour une nouvelle pause café chez les agriculteurs.